Mais enfin, pour ce qui est de mon crâne. Accepter d'être découvert, donc, aux yeux de la duchesse. C'est donc accepter de se laisser découvrir, aussi. Geste tout à fait impudique, ou encore profondément narcissique. Chère Marie-Hélène, je ne t'écrirai donc pas un hommage. Ça pourrait te foutre en boule, comme disait ma maman. Il faut que je trouve autre chose qui convienne à notre amitié, ce pourquoi je t'écris aujourd'hui, sachant que c'est demain que tu en accuseras réception, c'est-à-dire en ce moment même, si l'on en croit les délais de la SNCF, et le bon fonctionnement de ce foutu micro qui me lorgne. Que tu accuseras réception sans m'accuser de me prendre lamentablement les pieds dans le tapis de cet exercice improbable auquel je suis convié ce samedi 16 octobre de l'an 21 du 3e millénaire. J'aurais pu me réfugier dans l'étude savante de tes livres, invoquer la dimension métadiégétique ou celle infradiégétique, entre lesquelles le point de vue narratif oscille sans cesse. J'aurais pu noter l'enchâssement des prolepses et des analepses, montrer comment les métalepses parfois se glissent insidieusement. J'aurais pu enfin évoquer la puissance syncrétique de tes phrases, qui incarnent tant la matérialité du monde sans jamais s'abandonner à l'assommante et à l'interminable description des choses, produisant du coup comme un foudroiement de la présence et du présent. D'ailleurs, moi aussi, juste j'avais envie de lire un extrait de liturgie. Décidément, liturgie est dans la blacklist, dans la shortlist plutôt. Je ne peux pas m'empêcher. Le père était appuyé au lavabo, les deux bras tendus, bras blancs au-dessus du coude. Il présentait ainsi son dos légèrement arrondi, dos offert, bras entrevus dans la buée moite. Le reste du corps du père n'existait pas. À peine la naissance de la nuque, brune, très tôt barrée de cheveux noirs. Le gant était posé sur le bord du lavabo, préparé, savonné. Il fallait glisser la main, la droite, à l'intérieur, écarter les doigts pour tendre le tissu et frotter, masser le dos du père. S'attarder concentriquement sur les omoplates et la naissance des reins, juste au-dessus de la bande élastique du slip kangourou blanc. Strier la ligne creuse de la colonne vertébrale plusieurs fois, puissamment et en souplesse. Veiller à ne pas empiéter sur les aisselles, domaine réservé, comme l'étaient les flancs et les côtes, à la seule main du père. Veiller surtout à ne pas presser le gant qui, bien que gorgées d'eau très chaude, elles en sentaient la morsure, ne devait pas se répandre en gouttes inopportunes qui eussent coulé le long du dos et se fussent perdues là où le père cessait d'avoir un corps. La peau était blanche, lisse, glabre, trouée sous l'omoplate gauche d'un grumeau sombre cerné de brun. Elle parlait, les trois, de la verrue, de la pustule, du chancre. Elle savait les mots. Au pensionnat, elles étaient les meilleures élèves. Elles lisaient tous les livres. Elles ne disaient pas le père. Entre elles, elles disaient le vieux. Dans la vie, elles s'arrangeaient. Elles ne l'appelaient pas. Pour ce qui est du foudroiement du présent et de la présence, tout de même.
Je pourrais également savamment t'évoquer Joseph, mon préféré, un pur diamant littéraire. Mais enfin, la messe est dite, et la science de la réception et de la lecture savante, certes fort utile dans l'apprentissage de la lecture littéraire, ne conviendrait pas à l'endroit de notre complicité de bêtes de somme, creusant le sillon du papier blanc. Et puis, j'aime tellement tes salades. Celle de ma sœur. Je veux dire tes salades au sens littéral, au sens oui. végétal. Oui. Les salades de ton jardin du pays d'en haut. Des salades dont j'ai oublié le nom. Il y a le mot glace dedans. Fée des glaces, reine des glaces, cœur de glace. Impossible de me souvenir. Mais je pourrais en parler longuement de ces salades d'un vert tendre, aux feuilles dentelées qui évoquent en effet des fleurs de glace aux lignes acérées. Des salades d'une consistance croquante, d'un goût si goûtu que tu m'as vu en faire d'entiers déjeuners. La reine des glaces, seule pour toute nourriture. Ravie. Dans ce paysage où la montagne a des courbes lascives, où les contours des massifs dans le voile de l'aube, où l'embrasement du couchant sont des lignes qui caressent les yeux et l'âme. C'est Jean Kempfer, le total pote de Lausanne, qui a préparé la rencontre. Lis donc Marie-Hélène. J'avais écrit Les Indiens, elle, plus pessimiste d'emblée, avait écrit Les Derniers Indiens. Le livre qu'il m'offrit, comme s'il me poussait du coude en connivence. Et puis j'avais écrit Esprit chien, et je découvre dans la page du même auteur que tu as écrit Le soir du chien, ce que Philippe Adam appelait les intersignes. Et puis voilà qu'Alain Absire produisit le court-circuit, autant que le circuit court d'ailleurs, en nous invitant ensemble à Toulouse, toi pour les pays et moi pour Moser. Le mal était fait. Ce qui m'autorise aujourd'hui à invoquer avec des trémolis dans la voix ces exceptionnelles salades de ton jardin et le paysage aussi qui cerne ta maison du pays haut. En ce sens que ce qui t'environne là et dans lequel tu es immergé, un défi, un combat, un travail, une osmose, une harmonie, est aussi un chemin sûr dans l'approche de tes histoires et de ton écriture, toujours dans la chair des choses et des mots. Je pourrais également évoquer ta jubilation, affective, tout autant qu'esthétique, devant la découverte de l'exposition de Bill Viola que nous parcourûmes ensemble et dont tu parles avec bonheur dans Chantier. Nous désignant dans ce passage comme des travailleurs du verbe, ce qui me touche au cœur, autant te l'avouer. Devant l'exposition aussi de Raphaël Soto, je ne sais plus si je t'ai envoyé les photos, où tu te faufiles et te perds dans l'interstice de ces verticales bleues qui envahissent l'espace et qui désarment l'objectif de l'appareil photo, lequel souffre, tout comme l'œil, d'une affolante persistance rétinienne. Alors que tu y surgis au centre, silhouette inévitablement rouge dans ton manteau rouge, mais floutée donc dans le flouté bleu de l'œuvre, optiquement insaisissable, sans pour autant convoquer d'ailleurs dans cette salle au mur blanc une quelconque réminiscence du drapeau de notre République. Mais enfin, ce serait encore, sans doute, une façon de prendre la pause. Élégante, certes,
mais la pose malgré tout accrochée que nous sommes là au grand tas de l'art. Ce qui me fait songer soudain, d'ailleurs, que j'aurais pu écrire tout simplement un abécédaire. Pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? C'est ballot. Et plutôt que la lettre A, je prendrai la suivante, la lettre B, pour bécane, pour BMW, la marque de ma bécane, désolé, et le verbe bondir. Parce qu'il y a les salades de ton jardin, mais aussi toi, en passagère, joyeuse d'enfourcher la moto, tel le balai de la sorcière, me tapotant sur l'épaule pour me glisser plus vite. Toujours plus vite. Alors j'ouvre les gaz, la BM bondit, du verbe bondir, de 0 à 100 en 3 secondes et 5 dixièmes. On engage les virolos, ça penche à droite, ça penche à gauche. C'est batte et rigolo sur les routes sinueuses de ton Cantal. Ah, si tu pouvais virer le casque, si tu pouvais, cheveux au vent, fendre l'espace. Ah, la pleine jubilation de l'accélération, sans limite, l'intensité toujours, le choix de l'intensité sur le fil de la vie, le fil qui lie la moto à la route, sur le fil de la vie qui ne tient qu'à un fil, mais qui emporte justement, pourvu que ça morde dans le corps et dans l'âme, qui s'y risque de fait entièrement. Parce que ce n'est plus le temps, du moins son inexorable écoulement qui te mord et te traverse. Non, tu te sens justement vivante, dans une vitesse où s'arbitre sans cesse et sans délai la vie et la mort. Et qui pour cela te pose à la pointe du présent. Plus exactement, dans cette immédiate jubilation, ce sentiment absolu que présence et présent se confondent. Chaque seconde devenue un événement du vivant, où durée se rejoue sans mémoire, à chaque seconde, comme du pur présent. Me disant alors que toi chevauchant la moto, c'est comme de déplier le phrasé de l'écriture. La même ivresse, la même intensité. On y risque sa peau, métaphoriquement ou non. Mais sans cela, à quoi bon? On n'est pas là pour regarder le temps passer, comme les vaches, si belles soient-elles, les aubracs et les salaires, à regarder passer le temps comme de regarder passer les trains. Non, on n'est pas là pour tuer le temps, déjà mort par peur de mourir. Plus vite, dis-tu, plus vite. Les virages, les côtes, les descentes et les lignes droites et les obstacles composant un rythme. Ralentissements et accélérations construisant la ligne mélodique, mais au plus rapide, au plus extrême de l'actuel. Oui, à la pointe du présent. Un hymne à la vie en somme, où son corps risqué offre à son âme l'ouvert encore du temps ouvert sur ce qui continue et s'invente encore. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher à nouveau de solliciter Marie-Hélène dans Chantier. Pas mes lunettes, la vue baisse. Nous commencions et la mort était sur nous. Nous étions déjà mordus par elle et tellement vivants. Éperdus de vie, jetés dans la vie, jetés contre elle comme contre un mur. Enivrés de vie comme le sont les enfants, gorgés de jeunesse, ruisselant de cette sève riche, pleine peau tendue, lisse, souple, définitive. Les livres que j'écris se souviennent de ça, s'en nourrissent, de cet élan et de cette mort, de cette intrication, de cette étreinte sismique.
Ils s'en souviennent au plus intime d'eux-mêmes, dans ce que le récit fait à la chronologie, c'est-à-dire dans l'ordre des choses telles qu'il devrait aller, du début vers la fin, vers la sortie, la mort, tel qu'il devrait aller sur un fil tendu. Excusez-moi, mais c'est trop beau. Sur un fil tendu entre les deux points, tel qu'il ne veut pas ici, qu'il ne peut pas aller et ne va pas jamais. Il n'y aurait pas dans les récits et dans les vies un temps tardé entre naissance et mort. Il y a des temps mêlés, enroulés, immiscés, des ondes sismiques de temps qui traversent et travaillent au corps à la fois le texte et notre conscience de lecteur. Le cours du récit sinue, fait méandre ou cascade, se précipite très en amont ou très en aval, se dérobe en ellipse, sort de son lit, voudrait se déployer puissamment en coulées parallèles et contiguës, avant de se ramasser en un filet infime et têtu. Alors j'aurais aimé parler de cet entêtement aussi, justement, à continuer d'écrire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ton entêtement, notre entêtement d'écrire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte, ce travail de forçat parce qu'écrire, c'est inventer et non reproduire. Ce n'est même que cela qui épuise et qui nous rend nus face à l'ouvert du temps, comme nous le sommes face au temps que notre corps daigne encore nous accorder. Ce travail de forçat, donc, qui tisse une particulière complicité, la complicité du faire, du verbe faire, tel des forgerons n'éprouvant nul besoin de parler du fer, l'autre faire, FER, qu'ils façonnent, la complicité muette donc et la connivence artisanale. Mais il est temps de clore parce que la nuit est là depuis longtemps, que je n'ai bientôt plus de bougies ni d'encre. J'espère que nous nous voyons bientôt, avant que tu montes à la Toussaint peut-être au pays. Oh, je t'embrasse. Je précise. Merci Luc. Que la moto de Luc est jaune. Un jaune assez indicible, que j'aime à qualifier de beurre frais, mais le beurre du printemps, quand les vaches sont au pré et que les prés sont pleins de pissenlits. Donc c'est un jaune fugace, mais récidivant. Et en fait, juste évoquer cette moto, donc vous l'avez entendu feuler car elle feule. Quant aux salades, rendons à César ce qui est à César. Ma sœur était là ce matin, elle est l'autrice des salades. Je n'ai jamais fait pousser une salade de ma vie, j'en suis bien incapable, je les regarde. Hein. Et je les mange, mais je dois dire avec moins de... Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un sorber la salade comme... c'est tout à fait stupéfiant. Et ce sont les reines, c'est la reine des glaces, hein, celle-là. C'est la reine des glaces, hein, je ne dis pas de bêtises, hein. C'est ça, voilà. La reine des glaces, c'est quand même pas rien, il faut le dire. Donc en effet, nous nous rencontrîmes, comme diraient mes élèves, en 2012, à Toulouse, et donc c'était un samedi après-midi, et Alain Absir qui nous avait rassemblés, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, hein. Donc Alain Absir était là, c'était le modérateur, comme on ne disait pas encore. On ne disait pas encore modérateur. Hein. Donc il était là au milieu, moi j'étais à gauche et lui qui était à droite. Et assez vite, Alain Absir a compris que de toute façon c'était même pas la peine qu'il ne pourrait pas en placer une. Donc
Ça passait de Luc à moi et de moi à Luc. Et il avait pris l'avion le matin même pour aller de Paris à Toulouse, où moi j'étais depuis la veille. Et quand nous nous sommes retrouvés, comme nous nous sommes croisés avant même la rencontre, un quart d'heure ou une demi-heure avant peut-être, comme dans le hall là, vous voyez. Je ne l'avais vu que de loin, je ne le connaissais pas. Il est venu vers moi et il m'a dit vous êtes le seul écrivain français vis-à-vis duquel je n'ai aucune réserve. Aucune réticence. Aucune réticence. Wow, je me suis dit, je ne suis pas venu pour rien. Voilà, ça a commencé comme ça. Bon. Quand ça commence comme ça, parfois ensuite, ça ne peut que mollir. Hein. Mais ça s'est bien inventé depuis. Donc c'était Mother. Je vais vous lire un extrait de Mother. Mother, ben voilà. Hein. C'est le titre. Il y avait une sacrée Mother dans le texte précédent. De Mother en Mother. Sauf que là, c'est Mother, mais en fait, vous allez voir, avec l'accent anglais de Saint-Flour, nous allons retrouver dans le texte suivant. Vous allez voir, donc là, c'est Father, en fait. Enfin, c'est les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Puis liturgie, le Père, le Père, le Père. Là où le Père cessait d'avoir encore. C'est la première fois que j'entends cet extrait que tu viens de lire, depuis que mon père a vraiment cessé d'avoir encore. C'est-à-dire depuis qu'il est mort. Ça prend une résonance particulière. Le fils, âgé de 8 ans, qui un soir, fort encouragé par sa tantine Georgette, le fils songe qu'elle est d'ailleurs la seule personne qu'il ait encouragé à nommer cet homme ainsi. Cette femme, Georgette Mazet-Launay, épouse Le Dalle, douée d'une telle clémence, d'un tel sens de la vie, qu'elle en devenait l'aimant aimant de tous les enfants qui l'approchaient, alors qu'elle-même, à son grand regret, ne put jamais en avoir un qu'elle enfanta. Cette femme, Georgette, que le fils adore comme une grand-mère ou comme une espèce de mère seconde, cette femme si pratiquante, entièrement engagée dans sa croyance catholique, que rien ne prédestinait dès lors à tant d'humaine tolérance, à tant d'affectueuse compréhension du monde, très au-delà précisément des sacrements religieux du mariage et de l'enfantement, cette femme donc fut la seule, puisque André jamais n'encouragea le fils en ce sens, cette femme fut la seule à voir en cet homme celui que le fils pouvait s'abandonner à saluer par ce nom. Le fils, donc, ayant longuement conversé sur ce projet d'articulation phonétique, ayant surtout écouté les paroles de sa tantine, avec une gravité dont il se souvient très exactement, comme s'il suspendait son souffle au tréfonds d'une crypte sépulcrale et moussue, tendant l'oreille au murmure chointant d'une source invisible, il n'osait lever la tête, la regarder dans les yeux, trop intimidé par les propos qu'il entendait, fixant les lattes du parquet sombre, voulant juste s'assurer auprès de cette voix aimante de la réelle possibilité de cette appellation. Le fils, donc, âgé de 8 ans, qui lance un soir « Papa » à la figure de Robert avec une espèce de terreur, tant l'acte lui semble définitif, tant il en redoute les conséquences, avec une espèce de terreur donc, comme s'il venait de lancer une grenade dégoupillée qui allait exploser à la face de Robert, mais également à la sienne, qu'ils allaient se trouver tous deux défigurés et en sang, quand le fils prononce à voix haute et intelligible ce vocable, que Robert s'en trouve arrêté dans tout le mouvement de son corps,
et toute la mobilité de ses traits, un laps de 3 secondes, puisqu'il n'aime guère l'expressibilité grandiloquente des affects, mais le Fils a plus que le temps de mesurer l'impact du lancer qui s'achève en un sourire sur le visage de Robert, qui a dû répliquer quelque chose comme « Bonjour petit gars », sa façon à lui d'accuser réception. Ainsi, ni l'un ni l'autre n'était défiguré. Ainsi, le Fils avait-il pu lancer, tordant les molécules de l'air et vrillant les ondes sonores avec suffisamment de souffle pour que le son « pas » se répète distinctement 2 fois. Ainsi, le Fils avait-il pu, sans se retrouver en sang sur le bord d'un cratère, lancer sa grenade. Robert l'avait attrapé au vol, l'avait rendu au Fils qui l'avait regoupillé. Ils se souriaient tous deux, à peine, une esquisse, d'avoir su jouer ensemble à la vie, à la mort, avec ce foutu explosif. Tout était calme et paisible, le chemin s'ouvrait, il suffisait d'avancer. Vous comprenez pourquoi je lui dis plus vite, plus vite? Il y a du répondant. Bon. J'ai aucune idée du temps. Il ne faut quand même pas... Ça fait 10h35, donc c'est Donc, bon. donc. Vous eûtes. Monique, Fabienne, Luc, présents, leur texte, leur corps, leur voix. Mathieu, présent, son texte, par Monique, par le corps et la voix de Monique. Jérôme, présent, son texte, par le corps et la voix de Viviane. Michel C. Thomas, présent, son texte, par mon corps et ma voix. Variante, variation. Où l'ai-je mis? Le bel acte. Où l'ai-je mis? Ah, ça c'est fascinant. Il est où? Non mais alors ça c'est de... Ah! Non, c'est pas ça du tout. Non, ça c'est extraordinaire. Alors, je vais le retrouver. Ça c'est quand même fabuleux. Hein. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non. Si, il est là, il est planqué là. Bon, vous allez comprendre pourquoi je ne le trouvais plus. Il faut peut-être que je me mette là-bas, ça sera mieux. Pardon, excusez-moi. Voilà, je viens. Alors, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Et c'est là que j'ai l'accent, que mon accent anglais de Saint-Flour va notamment se dénoncer. Il y a un titre. Hein. Elle n'a pas été trotskiste. J'arrive pas à prononcer le mot. Hein. Elle, eh bien ça va être comme ça. Hein. Elle n'a pas été trotskiste. En tout cas, elle ne s'en vante pas. Ça, c'est le titre. Soit un type du genre I would prefer not to. Ça, c'est l'accent anglais de cette femme. Il serait adossé au mur d'un appentis sous un ciel bleu ou un ciel bas, comme on préfère. Et devant lui, le décor qu'on voudra, rural mais sans trop.
À ses pieds tombait dans l'herbe un livre, Liturgie. I would prefer not. Il s'y met quand même. Il soliloque. Parfois, on dirait qu'il se dédouble selon le vieux principe maoïste. Un se divise en deux. Ou bien ils sont vraiment deux. Ah, ça c'est Mao qui nous appelle. D'abord, elle n'a pas d'ennemis. Et comment continuer sans ennemis? Qu'a-t-on s'en inquiéter? Qu'a-t-on l'Ancien, celui dont Victor Hugo dit qu'il était joyeux, qu'il allait en manteau blanc et poignard au flanc? Il avait fait au sénateur le coup des figues. La terre où elles ont mûri n'est qu'à 3 jours de Rome. Il répétait son antienne, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. En outre, je suis d'avis qu'il faut détruire Carthage. En 149 avant Jésus-Christ, Rome attaque. Dès le printemps, 80 000 fantassins, 4 000 cavaliers et 50 quinquérèmes passent en Sicile. Le siège durera 3 ans et à la fin, comme on sait, la cité punique sera détruite, incendiée, anéantie. En 149, Caton est au bout de son ancienneté, il se prépare à mourir, il est pris d'un doute, d'un remords peut-être. Quid fiet Roma sine hoste? Que deviendra Rome sans ennemis? Elle n'a pas d'ennemis. Elle continue, s'obstine, mène son affaire sans dévier. D'où lui vient cette force? Elle dit que la force vient du pays d'en haut, que les territoires du Cantal diffusent une forme d'énergie très traversante et que cette énergie volcanique se transmet par capillarité. Le tellurique, ça vous donne une assise en béton, une extrace, une hérédité géologique. Mais qui croira ça? Qui croira que le minéral mérite tant de gratitude? Qui croira que l'on est en dette avec les pierres? Elle dit qu'à l'école de Saint-Saturnin, elle apprenait bien et qu'elle était d'un orgueil féroce. Elle aime toujours l'instituteur, M. Brunet, qui a fini par ressembler à Mario Rigoni Stern. Certains vieillissent bien. Le pays d'en haut a ses passades héroïques ou folkloriques, comme on voudra. Quand le chemin de l'école était enneigé, le père les emmenait en tracteur. Elle, sa sœur et son frère, prendre le quart de ramassage, les 3 gamins calés sur une botte de paille arrimée sur la barre de relevage. Quelques décennies plus tôt, elle aurait été, elle, et son orgueil féroce, de la bande des écoliers dont parle Chabrol. Non, pas Claude. Jean-Pierre Chabrol. Au départ, il n'y avait rien, ce qui s'appelle rien. Débrouillez-vous avec ça. Un retraité des postes impériales s'était proposé pour enseigner l'alphabet. Une famille avait prêté une salle inoccupée. 4 murs et rien d'autre. Ni bureau, ni pupitre, ni siège, ni livre, ni cahier, pas même un crayon. Chaque écolier apportait un petit sac de sable fin. Il s'asseyait par terre, en tailleur, étalait le sable devant lui, traçait les lettres avec le bout de son doigt, puis les effaçait en lissant le sable du plat de la main. Ils apprenaient à lire, à écrire, ainsi, et très bien. Le livre de Jean-Pierre Chabrol n'est pas tombé dans l'herbe, il est tombé dans l'oubli. Elle dit qu'elle est de la corporation des transfuges sociaux. Il faudrait dire littéraire, transfuge littéraire. Un type parti de rien, qui remet sur pied une fabrique de chaussures de sport, puis qui rachète une équipe de football, n'est pas un transfuge, mais un nouveau riche, un parvenu, ou, pour les plus malveillants, un escroc. Paix à son âme. Transfuge littéraire d'une catégorie spéciale, celle qui n'est pas passée par la case honte, celle qui ne trimballe pas comme on porte sa croix la culpabilité de la trahison, qui n'a pas le projet de venger sa race, qui ne craint pas de parler, d'écrire la langue de l'ennemi. Seul, dans sa case, proche peut-être de Philippe d'Escola, l'anthropologue d'Escola, qui parle
de ce sentiment insidieux ressenti dès l'enfance d'être en quelque sorte mal adapté au monde dans lequel le hasard de la naissance l'avait plongé. Il appelle ce sentiment une inadéquation tranquille. Descola a néanmoins un temps milité à la section française de la 4e internationale communiste, autant dire à la Ligue communiste révolutionnaire. Elle n'a pas été trotskiste quand même. En tout cas, elle ne s'en vante pas. Sans doute qu'elle est d'une inadéquation plus tranquille. I would prefer. Là, comme si on avait besoin d'un intermède musical, il chante sans trop de conviction, pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles? Et puis, non, c'est impossible. La montagne qui ne ment pas, la ville et ses artifices. Vieille rengaine, ils changent de disque, ils entonnent une ritournelle de plus fine sociologie au swing plus alerte. À l'escalier 6, bloc 21, j'habite un très chouette appartement que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. Et le refrain, je m'en vais dimanche à Orly. Sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Pour un peu, Mauriac, de sa voix assourdie, se joindrait au chœur. Mauriac disait à Madeleine Chapsal « Évidemment, j'ai peu de goût pour les chansons, mais je suis heureux d'avoir entendu Gilbert Bécaud grâce à la télévision. » Tranquillité et droiture, ça fait un ensemble, comme on dit en confection. Vêture corsetée et colorée, corset pour la retenue, couleur pour l'aplomb, elle va d'une égale aisance s'asseoir à la terrasse du Rostand, près du jardin du Luxembourg, ou s'attabler avec des amis sous un tilleul, dans un improbable vallon des Combrailles, puis de dômes qui a nom les Pétous. Elle reçoit prix et distinctions quand c'est son tour d'être primée et distinguée, sans vanité ni modestie feinte. Emballée, c'est peser. La louange est bonne à prendre, qu'elle vienne d'un de ses pairs ou d'un employé du Crédit Agricole de Rion-Montagne. Quand le livre paraît, elle dit qu'elle fait le taf. Qu'un livre, ça s'accompagne. Elle les accompagne, chacun leur tour, dans les librairies, les bibliothèques, sous l'arbre du Chambon-sur-Lignon, ou au banquet de la Grâce, à Paris, à Lausanne ou à Saint-Chély-d'Apcher. Elle ne fait pas de dédicaces sèches. Elle lit ses livres ou d'autres livres. Elle lit à sa façon autoritaire et rieuse. Chaque fois, elle emballe, elle met l'auditoire dans sa poche, c'est son côté Jacqueline Maillan. On aimerait lui demander, comme à la fin du banquet on réclame une chanson, de lire le monologue de Molly Bloom. D'abord, oui, puisqu'avant, il n'a jamais fait une chose pareille, de demander son petit déjeuner au lit avec 2 œufs depuis l'hôtel des armes de la cité, quand ça lui arrivait de faire semblant d'être souffrant au lit, avec sa voix geignarde, jouant le grand jeu, pour se rendre intéressant près de cette vieille tourte de Madame Riordan. Et encore, parce qu'on sait qu'elle goûtera le plaisir de michonner. Avec mes mains et mes bras pleins de farine, avec la pâte en tout cas, j'avais trop laissé voir le soir d'avant en parlant des rêves, et je ne voulais pas qu'il en sache trop long. Toujours elle était à m'embrasser, Josie, quand il était là, c'était pour lui, naturellement, sans cesser de me michonner, et quand je racontais combien j'aime me laver du haut en bas aussi loin que possible.
Et enfin, et alors, je lui ai demandé, avec les yeux, de demander encore oui. Et alors, il m'a demandé si je voulais, oui, dire oui, ma fleur de la montagne. Et d'abord, je lui ai mis mes bras autour de lui, oui, et je l'ai attiré sur moi pour qu'il sente mes seins tout parfumés, oui, et son cœur battait comme fou. Et oui, j'ai dit oui, je veux bien, oui. Un matin, sur France Inter, elle dit à Trapenard Augustin. Juste, volontiers était peintre. Trapenard Augustin répète, juste, volontiers. Et dit de sa voix de miel et de lait, je vous adore, Marie-Hélène Lafont. Elle aime les peintres et la peinture. Elle aime Truffaut, Jacques Truffaut qui peint, qui peignait, des verdures cévenoles et des intérieurs de bistrots lyonnais. Il peint aussi une femme lisant, assise dans un fauteuil sur la terrasse de Covala-le-Haut. Plus tard, il peint le fauteuil vide. La femme qui lisait s'appelle Aimée. Truffaut a inventé la bonté en peinture, une bonté différente de celle de Rembrandt, sans or ni riches étoffes. À des amis en partance pour New York, elle a recommandé d'aller voir, de ne pas manquer la flagellation du Christ de Cimabue à la Frick Collection. Cimabue est le type qui a repéré Giotto, gardant un troupeau de brebis et dessinant dans la poussière des figures saintes. Il s'est dit, ce gamin-là ne s'occupera pas longtemps du troupeau de son père. Une autre fois, elle dit, dans une conversation privée qui serait inconvenant de rapporter ici, elle dit, sur un ton un peu crâne, « Je donnerais tout au père pour un Balthus. » Balthus, on le sait bien, a vécu longtemps dans ce grand chalet de Rossinière, canton de Vaud, district de la Riviera, pays d'en haut. Mais le clin d'œil toponymique n'est pas la raison du troc. Elle aime Thérèse Rêvant, la semaine des 4 jeudis, le grand paysage aux arbres, les verdures cévenoles et la flagellation. On ne la connaît pas si bien qu'on croit. I would prefer not to. On aurait pu, on aurait dû s'en tenir là. On ne la connaît pas si bien qu'on croit. La pantille est tombée dans l'herbe, le ciel aussi peut-être. On ne sait rien. On sait qu'il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter Carthage. On sait que le remords de Caton est probablement apocryphe. On ne sait rien. On ne sait pas pourquoi une cantalienne féroce et corsetée, montée à Paris avec talent et sans honte, a réussi à passer entre les gouttes de l'animosité. Écrivaine imperméable. C'est pas fini? Presque, mais pas tout à fait. Lui, donc, Michel C. Thomas, c'était en 2002, la toute première fois que je l'ai aperçu, ce fut comme une apparition. C'est flaubertien, je sais, mais... Et... en 2002, donc, pendant cette même série de rencontres, Monique, qui nous a fait nous rencontrer, c'était pendant les rencontres de l'itinérance. C'était la première fois. Et ensuite,
Je l'ai lu. Le premier livre de Michel C. Thomas que j'ai lu, c'est La Discorde. Donc je vais lire un extrait de La Discorde. Les pères, les fils. Donc je crois qu'on bouclera la boucle avec les pères, les fils. Autant de variantes et de variations sûres. Et après un petit tour de pétarou et l'affaire est dans le sac. Avec Jacqueline Maillan, souvenez-vous. Donc le père, le fils. Dieu reconnaîtra les siens. Dis, quand as-tu commencé à mettre en route cette mécanique fatale? Quand a-t-elle commencé de s'emballer pour qu'à la fin tu entres dans la certitude que le monde était contre toi? Les enfants ont raison sans doute. Il suffit de vouloir très fort ce que l'on veut et cela advient qu'on voulait si fort. La détestation, si tel est notre souhait, la guerre, si c'est elle qu'on réclame, la guerre sans répit. La mécanique était emballée, la machine folle déjà, ce jour que tu as brandi contre moi ton couteau de lecteur besogneux. Ils étaient si nombreux à te retenir, par les bras, par le corps, ta colère était si triste, et à ce point hors toute mesure que je n'avais pas peur, moi non plus. Peu après cet éclat, nous t'avons planté là, toi et ta mécanique emballée. Nous avons dit quelque chose à propos de la goutte qui fait déborder le vase, de la coupe bue jusqu'à la lie, des rancunes accumulées et de l'irréparable. De longtemps déjà, tu étais ce bloc d'amertume qui ne laissait aucune prise à l'aménité, qui n'offrait à la compassion que ses arêtes vives et sa masse obtuse. Tu n'avais souci que de la guerre, que se livraient en toi la colère et le chagrin, et qu'on n'aille pas prétendre que c'est le lot de chacun. D'ordinaire, c'est le chagrin qui porte à la colère, ou bien il lui succède. Les hommes composent avec leur passion, ils veillent à ne pas devenir en même temps la proie de plusieurs. Ils ménagent leurs forces, s'accordent des répits, un peu de délai contre la colère et le chagrin, d'ordinaire. Nous t'avons planté là, emportant la moitié des meubles, les fleurs en pot, les chiens. Mais rien qui puisse te faire défaut. Ni la viande mise à saler dans la pièce la plus froide, ni les confitures, les fruits et les légumes de l'automne entreposés au cellier. Le troupeau avait été vendu au maquignon le plus offrant. Or les chiens, tu n'as pas trouvé à redire au partage, prenez tout. Ce soir, j'allumerai un grand feu avec le restant. Tandis que nous faisions notre office de déménageurs maladroits et honteux, tu te tenais adossé au mur, pleurant, les mains dans les poches et les pieds dans les galoches. Je vois que tu n'as pas oublié le refrain de quand nous étions moins meurtris. Le soir venu, tu n'as rien allumé du tout. Pas même l'ampoule à l'abat-jour constellée de chiures de mouches sous laquelle tu t'es assis, posant la tête sur ton coude, posant la tête dans ton coude, sur le formica. Tu n'as pas déchiré la bande du journal, ni ouvert ton couteau. Tu as barré les jours d'une croix au calendrier des postes que tu ne raccrochais plus à son clou, près du baromètre. 1 jour, 2 jours, 20 jours. Espères-tu encore, paysan apostat livré à des occupations de prisonnier, qu'un matin nous serons là devant la porte, avec les meubles et les fleurs en pot, repentants, réconciliés, convaincus que l'histoire repasse les plats et pressés de nous mettre à table? Les chiens, dit-on, retrouvent toujours la trace de leur maître, mais à cela, tu as distribué trop de coups de pied au ventre. Donc deux camps ont des motos jaune beurre frais, version pissenlit, et d'autres des pétards. Ça n'est pas le premier livre de Mathieu Riboulet que j'ai lu. Je fais une entorse. Il faudrait avoir loisir d'esquisser
en quelque endroit approprié qu'une oisiveté imprévue nous aménagerait, un traité des usages ruraux de la mobilette, d'en rassembler au moins les principales caractéristiques. On voit parfois, sur les routes de campagne à l'écart des grands axes, et davantage dans les régions où les hommes se font rares, d'étranges équipages. Une mobilette hors d'âge, d'un bleu confinant au gris, à l'allure incertaine, au profil épuisé, malgré tout vaillamment remplissant son office, surmontée d'une forme encore plus incertaine, débordant généreusement la place réservée aux passagers, coiffée d'un casque de préférence orange terni, posé de guingois à la façon d'une casquette. Il n'est pas rare qu'un vieux mégot fumaillant en dépasse, que le guidon soit encombré de lourds sacs de toile plastifiée marron, et le porte-bagages lesté de quelques cajots dont les dimensions risquent, quoi qu'on fasse, d'entraîner l'ensemble de l'édifice très au-delà du point de rupture de l'équilibre, lequel est savamment rattrapé par un jeu de jambes évoquant la danse déstructurée des pantins et par un discret mais constant mouvement en zigzag imprimé au guidon. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais très jalouse. On enlève le cajot, on embarque Jacqueline Maillan et on s'en va. Merci. Et on n'en finirait plus de dire merci à Marie-Hélène. Merci pour cet après-midi encore, pour chaque demi-journée que nous avons passée avec elle et pour celle-là qui couronne tout avec toutes ces lectures. Je salue non seulement la qualité de lecture, la qualité littéraire, la qualité d'émotion de ces journées, mais en plus la performance physique que ça suppose de tenir pendant 2 jours avec physique intellectuelle, de tenir avec une telle solidité physique et acuité intellectuelle tout au long de ces interventions. Vous avez tout suivi avec une extrême attention et là, jusqu'au bout, vous nous avez tenus dans l'émotion des lectures. Donc merci 1000 fois Marie-Hélène, merci à vous tous, au public. Alors, je suis absolument ravie parce que jamais pour un colloque, je le redis encore, nous n'avons eu un public aussi nombreux et aussi chaleureux. Donc merci au public, merci à tous les communicants qui m'ont fait l'amitié d'accepter de participer à ce colloque. Merci à Catherine d'avoir co-organisé avec moi et d'avoir tenu la caméra cet après-midi. Et il est dommage vraiment que Muriel soit partie. Muriel, c'est la personne qui nous accueille ici. Oui. C'est la directrice absolument fantastique de cet hôtel littéraire qui facilite infiniment les choses, qui permet qu'il y ait ici des rencontres littéraires. Et vous avez vu, elle s'est agitée toute la journée, elle nous a installé le buffet, elle a préparé les cafés, elle nous ouvre les portes continuellement. Alors je ne sais pas comment faire, puisqu'elle ne l'entend pas là. Je ne sais pas comment on pourrait, si on lui fait un livre d'or, si on lui fait un petit papier sur lequel chacun met, si vous en avez envie bien sûr, lui dire merci. Voilà, parce que je crois qu'elle le mérite. Bon, voilà. Et merci à Sylviane Coyot. Oui, je suis très contente d'avoir offert ça à Marie-Hélène. Voilà. Ça a marché.